Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui mercredi 5 août 2026 et notre cher ami Larry Johnson est avec nous. Larry, prêt à vous battre? Ouais, mec. Putain, je suis tellement énervé. On se bat pourquoi, au juste? Oui. Commençons par ce que nous combattions hier. L'Irak, la Syrie, la frontière entre l'Irak et la Syrie. Commençons. Oui. J'ai entendu deux versions différentes. Selon l'une, la Syrie serait en train de s'aligner sur l'Irak. Selon l'autre, elle se préparerait à envahir l'Irak. Alors qui sait? À ce stade, ce n'est qu'un spectacle secondaire, de peu d'importance. La seule chose importante, c'est que l'Iran continue de viser des camps kurdes. Et dans ces camps kurdes, il y a des conseillers du renseignement américain et britannique. Certains sont probablement tués ou blessés. Et les Français? A-t-on des informations indiquant qu'ils sont là-bas? C'est possible. Je sais qu'il y a eu, il y a des années, une série télé qui s'appelait Le Bureau sur les services de renseignement français. Et quelques épisodes étaient consacrés à la coopération entre les Français et les Kurdes. Donc vous savez, c'est possible. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas le sujet principal en ce moment. Exactement. Exactement. Larry, permettez-moi de commencer par ce que vous avez évoqué dans votre dernier article sur Sonar 21. Je vais l'afficher ici pour que notre public puisse vous suivre sur votre site Internet. Et le point principal que vous soulevez concerne la guerre entre la Russie et l'Ukraine et la manière dont elle a été présentée en Occident dans les médias grand public. Vous dites que l'Occident gagne la guerre de l'information, tandis que la Russie l'emporte le champ de bataille. C'est ça. Nous savons donc qu'il y a deux versions de cette histoire. D'un côté, on cherche à minimiser ce que la Russie est en train d'accomplir ou a accompli jusqu'à présent sur le champ de bataille. De l'autre, on dit que ce n'est pas suffisant, qu'elle doit en faire davantage, encore et encore. C'est l'image qui ressort des médias alternatifs. En revanche, dans les médias grand public, c'est totalement l'inverse. Ils disent que l'Ukraine est en train de gagner, que la situation a changé, que le rapport de force a changé, que tout évolue en faveur de l'Ukraine. Allez-y, dites-nous simplement comment vous comprenez ce qui se passe. Eh bien, mec, si l'Ukraine est en train de gagner, pourquoi les États-Unis devraient-ils encore lui donner des armes ou de l'argent? Bon sang, s'il gagne, si c'est aussi décisif que ça, et si la Russie perd aussi lourdement, eh bien, qu'est-ce qui nous inquiète? Pourquoi voudrions-nous seulement obtenir un cessez-le-feu? Bon Dieu, les gars, continuez. Vous êtes sur le chemin de la victoire. Donc, si quelqu'un va sur, vous savez, 3 des principaux. Vous savez, je teste un peu différents moteurs d'IA, juste pour voir comment ils répondent aux questions. Grok, ChatGPT, Claude, Kimi, DeepSeek. Et ce qui était frappant, parce que vous savez, Kimi, c'est la version chinoise. DeepSeek est également chinois. Oui, DeepSeek aussi. Mais Kimi est plus gros, meilleur, soi-disant. Et si vous posez une question du genre, comparez les gains territoriaux de la Russie à ceux de l'Ukraine en 2026, la réalité, c'est que l'Ukraine n'a pratiquement réalisé aucun gain territorial. Je parle d'endroits où elle a pris du territoire, l'a conservé et a forcé les Russes à se replier sans revenir. Pendant ce temps, la Russie a progressé régulièrement tout au long de l'année. Pourtant, tous ces modèles prétendent « Oh là là, en fait, l'Ukraine a pris plus de territoire que la Russie. » C'est ce qu'ils disent. Et vous vous dites « Quoi ?» Puis vous posez la question de l'écart entre les pertes humaines. Encore une fois, ils s'appuient sur des sources occidentales alimentées par la CIA,
par la Defense Intelligence Agency et par d'autres organisations de renseignement du gouvernement américain qui mènent des opérations d'information. Ils affirment que la Russie subit des pertes massives. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est elle qui attaque. Mais ils partent toujours du principe que la Russie lance des assauts en vagues humaines contre des positions fixes. Alors qu'en réalité, la Russie lance des attaques avec des FAB, ces bombes planantes, contre des positions ukrainiennes fixes, et les frappe avec des bombes de 500, 1000, 2000, 3000 ou 6000 livres. Cela tue et blesse tous les Ukrainiens qui se trouvent dans la zone visée. 1,000, 2,000, 3,000, 6,000 pound bombs. That's killing. That's killing and wounding every Ukrainian that's on target. And what does Ukraine do? Ukraine only. Et que fait l'Ukraine? L'Ukraine, uniquement, son principal moyen, elle utilise des drones et de l'artillerie. C'est tout. Et elle n'a plus d'artillerie. Elle est très en dessous. Donc, si l'on regarde sur les 4 dernières années, maintenant 4 ans et 5 mois, l'Ukraine a tiré environ 7,3 millions d'obus d'artillerie. Et la Russie en a tiré près de 24 millions. 3 à 4 fois plus. Sur un champ de bataille, si je tire une balle sur vous et que vous m'en tirez 7, il y a de fortes chances que vous me touchiez et que moi, je ne vous touche pas. C'est exactement ce qui s'est produit en termes de pertes. Les Russes bénéficient donc de cet énorme écart dans le nombre d'obus d'artillerie. Pour les bombes planantes, ils en tirent quelque chose comme 135 000 contre 0. Ils ont une domination totale dans ce domaine. Ils dominent aussi, désormais, sur les drones, probablement à raison de 2 ou 3 drones contre 1. Donc il n'y a absolument aucune chance que la Russie ait subi davantage de pertes. Et puis il y a l'échange mensuel de corps par l'intermédiaire de la Croix-Rouge. Et là, vous savez, la partie ukrainienne a dit, si les Russes ont remis 1000 corps de soldats ukrainiens morts, alors que nous n'avons que 37 Russes morts, c'est parce que nous n'avons pas le temps de récupérer nos corps, nos camarades morts sur le champ de bataille, parce que les Russes avancent trop vite. Et pourtant, on vous dit que la Russie avance lentement et perd du territoire. Enfin, ça n'a absolument aucun sens. Mais c'est là que je dis que l'Occident diffuse cette propagande et que la Russie fait un boulot vraiment lamentable pour la contrer. La Russie ne raconte pas l'histoire qu'elle doit raconter. Je vais publier une vidéo de Countercurrents précisément sur ce sujet. Parce qu'une partie de la raison pour laquelle il faut raconter cette histoire, c'est que tant que les gens, en Occident, croient à tort que l'Ukraine est en train de gagner, que l'Ukraine domine, ils continueront à soutenir l'effort de guerre. Quand ils comprendront qu'ils pissent contre un ouragan, ça s'arrêtera. Permettez-moi juste de mentionner Countercurrents. Allez sur la chaîne de Larry. Il parle de sa chaîne. Il va y publier une vidéo pour expliquer ce qui se passe. Larry, quand vous regardez les États-Unis sous l'administration Trump, je pense qu'après plus d'1 an maintenant, on approche des 2 ans, presque 1 an, et je dirais 6 mois, 8 mois, 19 mois, 19 mois. Exactement, exactement. Et aujourd'hui, Larry, jusqu'à quel point les États-Unis sont-ils impliqués dans le soutien à l'Ukraine? Il faut qu'on ait une certaine compréhension, parce que ce gouvernement voulait mettre fin à la guerre. Du moins, c'était ce genre de discours. Et quand vous regardez le gouvernement, l'administration Trump aujourd'hui, quelle est votre évaluation? Oui. Réfléchissons en termes de relations humaines. Avant, les États-Unis sortaient avec l'Ukraine. On passait 2 ou 3 nuits par semaine chez elle, on couchait avec elle, on la faisait se lever pour nous préparer le petit déjeuner. Maintenant, on a une nouvelle relation et on dit à notre nouvelle partenaire, à notre nouvelle épouse, « J'ai arrêté de la voir il y a longtemps. » Mais on continue de la voir, on continue de lui envoyer des cartes et des lettres. Donc oui, il y a toujours une relation.
elle n'est pas aussi profonde. Et bon sang, il veut qu'on lui envoie Zelensky, envoyez-moi davantage de patriotes. Comme chantaient les Beatles il y a des années bien avant votre naissance, je vous donne tout ce que j'ai à donner, mais on n'a plus rien à donner. On a déjà donné tout ce qu'on avait. Pour le dire en termes plus courants, Donc, nous n'avons pas beaucoup d'armes à donner à l'Ukraine. Nous pouvons leur fournir du renseignement. Le problème avec ce renseignement, c'est qu'ils l'utilisent pour attaquer des cibles civiles à l'intérieur de la Russie. Et ça ne fait que rendre les Russes plus furieux, plus en colère, chaque jour qui passe. Donc, à un moment donné, je pense que les États-Unis vont devoir prendre leurs responsabilités et dire d'accord, il faut arrêter ça. On ne peut pas continuer comme ça. Il faut y mettre fin. Est-ce qu'on va le faire ou non? C'est une toute autre question. Mais jusqu'ici, on continue d'essayer de jouer sur les deux tableaux. Vous savez, de garder une relation avec lui, de lui envoyer encore un peu d'argent de temps en temps. Mais vous savez, on n'est plus vraiment dans cette relation étroite qu'on avait autrefois. je suppose qu'il n'y en a pas. Vous voyez, lors des dernières attaques russes contre l'Ukraine, on ne voit aucun intercepteur. On ne voit rien monter dans le ciel pour intercepter les missiles. Oui, non, c'est terminé. C'est de l'histoire ancienne, parce qu'on n'en a plus. On n'a plus rien à donner. Et je crois que je vous ai donné le chiffre hier, ou peut-être pas. À l'heure actuelle, 80% de tous les systèmes d'armes américains, disons les systèmes avancés, qui nécessitent un guidage de précision ou des métaux spéciaux, dépendent de 5 importations chinoises de minerais de terres rares. Un chiffre sidérant, 80%. Ça veut dire que les États-Unis pourraient en gros être empêchés de se défendre parce qu'on n'aurait plus d'armes et qu'on ne pourrait plus en fabriquer. Parce que les Chinois diraient « Allez vous faire voir, on ne vous envoie plus de gallium ni de tungstène. » Oui, Pete Hegseth a réagi à ça. Il a dit que ce n'était pas vrai. C'est un menteur. Oui, c'est un menteur. Je suppose qu'il dispose de certaines informations. Il ne s'agissait pas uniquement de cela. La combinaison des articles publiés ces 3 derniers jours, je dirais, par Reuters, le New York Times, puis CNN hier soir, sur les intercepteurs, montre que les États-Unis perdent leur capacité, tant offensive que défensive. Oui, et c'est parce que la chaîne d'approvisionnement passe par la Chine et que la Chine a cessé de fournir les terres rares dont nous avons besoin pour fabriquer ces systèmes d'armes. C'est compliqué. Vous savez, on ne parle pas d'un problème de maths sophistiqué. C'est très simple. Il faut des terres rares pour fabriquer ces systèmes d'armes, et la Chine les a, pas nous. Et l'Europe? Il semble que, vous le savez, l'Ukraine essaie. Firepoint, un fabricant ukrainien, essaie de coopérer avec des Européens pour produire des intercepteurs. Il semble qu'il fabrique des intercepteurs pour le système Patriot. Non, ce n'est pas le cas. Non, ce n'est pas le cas. Ils ne produisent pas de PAC-3. Encore une fois, la Chine ne leur fournit pas les minerais de terres rares. On ne produit pas de PAX-3 sans ces minerais. Ils peuvent dire qu'ils en produisent, mais ce n'est pas le cas. C'est simplement une nouvelle forme d'auto-illusion. Le seul système de défense aérienne dont dispose l'Ukraine, Larry, ce sont les systèmes Patriot que les États-Unis lui ont fournis. Y en a-t-il d'autres, vous savez?
Eh bien, je pensais qu'ils avaient des S-300, mais ils ont peut-être épuisé leurs missiles. Je ne sais pas s'ils ont déjà eu des S-400, mais ils n'ont plus de Patriotes. Ils ont peut-être encore une ou deux batteries de missiles Patriotes qui traînent, mais ils n'ont pas les missiles. Ils en ont plus, parce que les États-Unis n'en ont plus non plus. Larry, quel pays soutient le plus l'Ukraine en Europe aujourd'hui? Est-ce le Royaume-Uni? Est-ce l'Allemagne? Non, c'est le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, sans hésitation. Après, encore une fois, avec quoi ils les soutiennent, ça me dépasse complètement. L'économie britannique va très mal. Et ce n'est pas comme s'il y avait là-bas une puissance industrielle qui produisait tout ce dont l'Ukraine a besoin. C'est tout le contraire. Ils ne sont plus que l'ombre de ce qu'ils étaient au XXe siècle. Aucune comparaison possible avec, vous savez. Ils ont complètement perdu leur cap par rapport au XIXe siècle. Au XIXe siècle, ils étaient la puissance mondiale. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. L'Allemagne ne va pas très bien non plus, parce qu'ils ont, je ne sais pas si vous avez entendu, mais Volkswagen a licencié plus de 100 000 de ses employés en Allemagne. C'est énorme pour l'économie allemande, ce qui est en train de se passer. Larry, qu'en est-il du lien entre la Russie et l'Allemagne? Nous avons une nouvelle direction au Royaume-Uni. Est-ce que ce sera la même chose qu'avec Starmer? Est-ce que ça va empirer? Aujourd'hui, nous avons eu le ministre des Affaires étrangères, le secrétaire aux Affaires étrangères aux États-Unis, en réunion avec Rubio. Il semble que leur principal sujet de préoccupation ait été la guerre en Ukraine. Oui, espérons qu'ils se sont assis et qu'ils ont compris que c'est perdu, qu'on ne peut pas sauver ça. Alors, limitons les dégâts et partons tant qu'on le peut encore. Vous savez, je ne comprends pas l'obsession de l'Angleterre pour l'Ukraine, mais ça remonte à la guerre froide. Et encore une fois, ce serait une chose si l'Ukraine était vraiment remplie de démocrates idéalistes, de véritables démocrates, de gens qui croient aux droits de l'homme et défendent les libertés civiles. Enfin, si c'était ce genre de personnes, ils ne se seraient jamais disputés avec la Russie. Mais parce qu'ils se sont engagés à détruire la Russie, voilà pourquoi les Britanniques veulent faire descendre la Russie d'autant de crans qu'ils le peuvent. Affaiblir et détruire la Russie, c'est l'objectif. Et l'Ukraine n'est qu'un outil. Ils ne font qu'être utilisés. C'est tout ce qu'ils étaient. Un simple utile. Zelensky dirige-t-il un pays sans son peuple? Je parle du soutien des Ukrainiens à la poursuite des combats, à la continuation de la guerre. Non, je veux dire, pourquoi pensez-vous que les recruteurs doivent aller arracher des gens à leur domicile, les forcer à monter dans des véhicules, les contraindre à se rendre dans un centre d'enrôlement où ils ne veulent pas aller? Vous savez pourquoi pensez-vous que c'est le cas? Eh bien, si nous voyons cela, c'est parce que le soutien à cette guerre a disparu. La seule question, je pense, pour la Russie, Larry, avant d'en venir à cette diapositive, on en a parlé, et les gens des médias alternatifs qui soutiennent que la Russie n'en fait pas assez, disent que la Russie agit, mais pas suffisamment. L'une des principales raisons qu'ils avancent, c'est l'un des liens entre l'Ukraine et la Pologne, par exemple. Le lien entre Lvov et la Pologne, le gouvernement polonais, et l'Ukraine, la Pologne en tant que pays. Ils disent que la Russie isole l'Ukraine en mer Noire. Ce n'est pas extrêmement efficace, mais s'ils font quelque chose... Attendez, stop. Qu'est-ce que vous voulez dire par « ce n'est pas très efficace » ? Cela montre que l'Ukraine n'est pas isolée à 100%.
L'Ukraine a toujours. Qui dit ça? Who says that? Ja, expose. Oh, Juste comme ça. Est-ce que ce serait John Elmer qui dirait ça? could it be John Helmer saying that? Non, non. No. John, Or Dr. Rowe. John ou le docteur Rowe? Yeah. Oui, oui. Non, je veux dire, c'est juste stupide à dire. Ce n'est pas vrai, premièrement. Vous savez, je peux comprendre. On peut prendre du recul et dire pourquoi ils n'ont pas fait ça avant. Eh bien, la Russie avait conclu auparavant des accords avec les Nations Unies, avec Guterres, le secrétaire général, selon lesquels elle n'entraverait pas les exportations de céréales en provenance d'Ukraine afin de nourrir le monde. Et vous savez, si les Russes ont une faiblesse, et si Poutine a une faiblesse majeure, c'est qu'il donne parfois l'impression d'être tellement naïf, tellement confiant, à se dire « Oh, on va respecter la loi », même si personne d'autre ne la respecte. Mais, bon sang, ils allaient la respecter. Et ils ont fini par arriver au point où ils se sont dit « On nous prend pour des pigeons. Nous, on respecte la loi. Et les autres trichent. Qu'ils aillent se faire voir. » Et donc maintenant, ils ont fait deux choses. Ils bombardent des zones à Kiev qu'ils auraient pu bombarder il y a des années et qu'ils n'avaient pas bombardées. Maintenant, ils le font. Et ils ont littéralement coupé l'Ukraine de toutes les importations et exportations qui passent par Odessa, Nikolaïev et j'oublie le nom, Tchornomorsk, quelque chose comme ça, l'autre port. Donc voilà. Et cela a maintenant attiré l'attention des décideurs à Kiev ou Kiev. Ils comprennent qu'ils vont manquer de produits essentiels. Et que font-ils? Ils n'ont aucune autre solution. Cette faiblesse économique va donc perdurer. Et ils ne peuvent pas non plus recevoir de ravitaillement militaire par ces navires. La Russie a donc vraiment accentué la pression. En plus de ça, vous avez la fermeture de la mer Noire. Vous avez la dévastation de Kiev et de toutes les industries liées à la défense. Et puis vous avez des avancées rapides sur le terrain, partout, du nord au sud. Il n'y a absolument aucune bonne nouvelle pour l'Ukraine. There's no good news out there for Ukraine at all. Voyez-vous la possibilité que l'Ukraine devienne quelque chose comme Al-Qaïda ou Daesh? Non, Lesquels? Now, non. Et je dis non à cause de la forte motivation idéologique au sein de l'État islamique. Je ne vois pas ça en Ukraine. Oui, il y aura quelques fanatiques de Bandera. Ils continueront à essayer de mener des attentats terroristes. Je suis sûr que la Russie connaîtra encore des attentats terroristes pendant les 3 ou 4 prochaines années peut-être. Mais, comme ils l'ont fait pendant la guerre de Tchétchénie, ils sont intervenus et ont éliminé les terroristes. Et, vous savez, ils les tueront tous, que ce soit dans des batailles rangées ou par l'intermédiaire de commandos d'assassins. Ils les tueront tous. Vous savez, la Russie, une fois qu'elle s'empare de quelque chose comme ça, c'est comme un cheval qui prend le mors aux dents. Elle ira jusqu'au bout. La raison pour laquelle j'ai mentionné cela, Larry, c'est que quand on voit l'Ukraine en Afrique, quand on voit l'Ukraine en Asie occidentale, quand on voit l'Ukraine attaquer des navires iraniens et turcs dans la mer Caspienne, personne ne sait quel en est l'objectif principal. Si vous voulez faire pression sur la Russie, pourquoi avez-vous besoin d'attaquer l'Iran et la Turquie? Vous pouvez faire autre chose, vous savez? Je dirais que les gens qui regardent cela peuvent en venir à comprendre que l'Ukraine essaie de créer une sorte de chaos dans toute la région. Il ne s'agit pas seulement de l'Ukraine, puis de la Russie et de l'Europe. Il s'agit d'arriver en Asie occidentale, d'aller même jusqu'en Syrie. Nous connaissons aussi le lien avec la Syrie. Hum. C'est pour ça que je vous pose la question. En sont-ils capables? Voyez-vous la possibilité qu'ils soient, vous savez, exploités par les services de renseignement, le Mossad, ou peut-être par certains? Non, je veux dire, écoutez, laissez-moi vous poser une question. Nous arriverons à la réponse en vous posant une question.
Est-ce que l'Ukraine a un nombre suffisant de volontaires qui s'engagent dans l'armée chaque mois? Ample number of volunteers signing up to join the army every month. Non. Does Ukraine have L'Ukraine doit-elle aller chercher des gens dans la rue, les embarquer, puis littéralement les mettre en uniforme et les envoyer dans une unité sans aucune formation? Non. D'accord, c'est donc ce qu'ils font. Alors pourquoi envoient-ils aussi à l'étranger du personnel dont ils ne disposent pas, alors qu'ils affirment que leur principal objectif est de combattre et de vaincre la Russie? Ça n'a tout simplement aucun sens. Vous savez, ils font ces opérations à l'étranger, je pense, pour essayer d'obtenir du soutien, davantage de soutien de la part de l'Occident, comme les États-Unis et les Britanniques. Mais ce faisant, ils agissent en quelque sorte à contre-courant de leurs propres intérêts. Ils se font vraiment du tort, non? Ils ne se facilitent pas la tâche. En fait, ils réduisent leurs effectifs de soldats professionnels, dont on penserait pourtant qu'ils ont besoin pour combattre la Russie. Donc c'est simplement une diversion. Selon vous, dans quelle mesure ce que nous avons appris d'Axios dans le dernier article nous révèle-t-il la réalité de l'accord entre l'Iran et les États-Unis? Il parle de vendredi. Peut-être que d'ici vendredi, ils vont obtenir quelque chose. Qu'en pensez-vous? Quelle est votre perception de ce qui se passe? Je pense qu'il se passe quelque chose de réel ici. Vous avez vu ce que le département du Trésor américain a fait aujourd'hui? Oui, oui. À mon avis, c'est un signe important. Exactement. Quand ils lèvent les sanctions contre 2 entreprises et 3 compagnies aériennes liées aux gardiens de la Révolution, ça me dit que l'Iran a dit aux États-Unis, pendant les négociations, ou qu'ils l'ont dit au Pakistan, on ne bougera pas d'un putain de centimètre tant que les États-Unis ne commenceront pas à lever certaines sanctions et à nous montrer qu'ils sont sérieux. Et bam, les États-Unis lèvent les sanctions. D'accord, voilà, on en a levé quelques-unes. D'accord, c'est un pas dans la bonne direction. Je pense que les États-Unis vont accepter. Et je suppose que, vous savez, j'en ai un peu discuté hier soir avec Mario, mais je pense que l'Iran finira probablement par dire « D'accord, tous les navires qui entrent dans le golfe Persique devront passer par notre voie. » Ils doivent passer par nos procédures. Ils doivent obtenir notre autorisation. Après ça, ils pourront naviguer vers le canal d'Oman et on ne les embêtera pas. Ils pourraient accepter ça. Donc ils vont contrôler tout ce qui entre dans le détroit, puis faire payer tout le monde à l'avance. Et ensuite, vous savez, ils les laisseront sortir par la voie omanaise. Ils ont peut-être un accord sur ce point. S'ils obtiennent ça, ils seront alors prêts à parler du nucléaire, à condition que toutes les sanctions sur le pétrole soient levées, que le blocus soit levé et qu'il y ait un retour d'argent. L'Iran doit voir certains de ses avoirs débloqués. Sans ça, ils ne concluront pas d'accord. Maintenant, il faut prendre du recul et se demander pourquoi les États-Unis font-ils ça maintenant? La seule conclusion que je puisse tirer, c'est que Trump panique. Il panique enfin parce qu'ils reconnaissent à quel point les sondages sont mauvais. Ils reconnaissent à quel point l'opposition à cette guerre est forte aux États-Unis. Et sur le plan économique, c'est un vrai problème mondial. C'est un problème économique mondial. Je ne pense pas que la plupart des gens aient compris ce qu'il en est du pétrole du Golfe Persique. Où allait-il? Eh bien, environ 8% allaient aux États-Unis, peut-être 10%, mais 90% des importations de pétrole du Japon venaient du Golfe Persique. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe au Japon en ce moment? Le Japon traverse une crise financière. Les États-Unis ont dû mener hier des opérations de sauvetage d'urgence pour les renflouer en utilisant des euros de toutes choses.
by using euros of all things. And if you think that the crisis with the oil Et si vous pensez que la crise liée à la pénurie de pétrole et aussi de GNL n'affecte pas le Japon, toute la société japonaise, et qu'elle n'a aucun rapport avec la fermeture du détroit d'Ormuz et les problèmes économiques auxquels ils font face, vous vous racontez des histoires. Et les États-Unis renflouent le Japon. Ça peut donc être un autre facteur qui pèse. Il faut rouvrir le détroit pour que le Japon ne soit pas là à mourir sous nos yeux. Le troisième élément, comme on en a parlé plus tôt, ce sont les munitions de précision qui s'épuisent. Et si Trump y retourne, s'il essaie de faire la guerre maintenant, dans une bataille intense de 2 à 3 semaines, à la fin, vous n'aurez probablement pas vaincu l'Iran. Je vous garantis que vous n'aurez pas vaincu l'Iran. Tout ce que vous aurez fait, c'est épuiser davantage des armes que vous n'avez déjà plus. Je pense que la combinaison de ces 3 éléments a fait dire à Trump, d'accord, c'est terminé. Parce que non seulement ils ont levé les sanctions aujourd'hui. Rappelez-vous, hier, l'Iran a attaqué le Koweït, le camp Buehring au Koweït, je crois. Puis ils ont touché un navire dans le détroit d'Ormuz et 3 autres ont fait demi-tour. Rappelez-vous, Trump a dit il y a seulement 3 semaines, chaque fois qu'ils toucheront un navire, nous les frapperons. Ça ne s'est pas produit la nuit dernière. Alors je me suis dit, quelque chose a changé. Si quelqu'un veut mettre, vous savez, une grande chanson de Buffalo Springfield, il se passe quelque chose ici. Ce que c'est n'est pas tout à fait clair. What it is ain't exactly clear. Oui, je pense, Larry, que la perception que le gouvernement israélien pourrait d'une certaine manière modifier le ton à Washington. Chaque fois qu'il se passe quelque chose, tout ne dépend pas seulement de la perception à Washington. Tout dépend aussi de la façon dont Israël voit ce qui se passe. Ils ne sont pas contents, Larry. Et ils ne seront contents d'aucun accord, quel qu'il soit. Nous le savons. Mais pensez-vous que la pression exercée sur Donald Trump pourrait provoquer un changement, d'une manière ou d'une autre, dans ce qui se passe entre l'Iran et les États-Unis? Par changement, j'entends que l'influence israélienne se réduirait ou diminuerait d'une certaine façon. Eh bien, je ne sais pas si ça va diminuer, mais je pense que Trump en est arrivé au point où il s'en fiche désormais. Il estime que ça ne vaut pas le risque. Vous savez, sauver Israël et perdre, être destitué. C'est ce qu'il attend. Il s'est dit, je ne ferai pas ça. Il veut d'abord sauver sa propre peau. Donc ça veut dire qu'il prendra des mesures pour préserver et protéger Donald Trump avant de se préoccuper de préserver et protéger Israël. Et une grande partie de ce que font les sionistes en ce moment est motivée par leur propre élection à venir et par l'effort désespéré de Bibi pour essayer de convaincre les gens de le réélire, alors même qu'il a été une parfaite ordure. Aujourd'hui, Netanyahou a déclaré « Trump est notre plus grand ami, mais je tiens à être clair. L'existence d'Israël n'est pas négociable. Avec un accord ou sans accord, nous ferons tout ce qui est nécessaire pour assurer notre avenir. » Vous voyez le ton qui règne en Israël. Oui. Et l'autre point, Larry, je ne sais pas dans quelle mesure vous trouvez valable cette idée qui consiste, au lieu de nous battre les uns contre les autres, à élargir d'une certaine manière le champ de bataille, n'est-ce pas? Et quand on élargit le champ de bataille, cela veut dire qu'on réduit l'intensité de la guerre. Eh bien, qu'est-ce que vous voulez dire par étendre le champ de bataille? La guerre se déroule en Arabie Saoudite, au Yémen, en Irak, au Koweït, à Bahreïn et en Jordanie. Alors que ça va. Oui. Donc on s'étend alors qu'on a des ressources limitées.
Et quand vous êtes un commandant militaire, la dernière chose que vous voulez faire, c'est disperser vos ressources. Enfin, vous voyez, et là encore, on parle de stratégie du 19e siècle. Mais vous voulez concentrer votre feu. Eh bien, même aujourd'hui, même avec les drones, vous voulez toujours pouvoir concentrer votre feu. Vous voulez pouvoir, vous savez, si vous frappez partout le long d'un front de 1000 milles, oui, ça paraît chaotique et ça paraît énorme. Mais vous n'infligez pas de dommages fondamentaux ni de destruction à la force que vous affrontez. Vous avez simplement gaspillé beaucoup de munitions. Et c'est le problème auquel l'Occident est confronté avec l'Iran. L'Iran est sacrément trop grand et les cibles critiques que vous voulez neutraliser sont enfouies sous terre. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Larry, qui est le principal négociateur au sein de l'administration Trump. I don't know. Right now, I do not know. Je ne sais pas, à ce stade. Je ne sais pas. C'est probablement le principal négociateur avec l'Iran, c'est ça? Oui, exactement. Je pense que c'est toujours J.D. Vance. Mais oui, je pense franchement, je pense qu'il veut probablement se débarrasser de Witkoff et de Kushner, parce qu'ils défendent leurs propres intérêts et non ceux des États-Unis. Their own interests and not the interests of the United States. I assume Russia feels the same way. They don't want to negotiate with. J'imagine que la Russie ressent la même chose. Ils ne veulent pas négocier avec Witkoff et Kushner. Ils ressentent la même chose. Lavrov en parlait. Qu'est-ce qui ressort de ces négociations? Rien. Ils n'ont rien obtenu. Littéralement zéro, même avec cet accord entre la Palestine et ce soi-disant Conseil de la paix. Remember that was announced with great fanfare and that's just sort of disappeared. Rappelez-vous, cela avait été annoncé en grande pompe, puis c'est en quelque sorte disparu des gros titres. Et les États-Unis ne prennent aucune mesure concrète pour que cela soit mis en place et appliqué. Ce que nous voyons, c'est que les colons israéliens intensifient leurs attaques contre les chrétiens palestiniens et les musulmans palestiniens. Ils sont donc hors de contrôle et il faut les arrêter. Mais il n'y a personne pour le faire. Le Hezbollah est limité dans ce qu'il peut faire, tout comme le Hamas. Alors, ils se battent du mieux qu'ils peuvent, mais ils ne peuvent pas déployer une force écrasante sur le champ de bataille. Il y a deux façons de faire pression sur Donald Trump. La première, c'est directement, comme Benjamin Netanyahou l'a fait dans ce commentaire que je viens de vous lire. Il a dit que Donald Trump est notre meilleur ami, mais que nous ne sommes pas d'accord avec tout ce qu'il essaye de faire. Et je suppose qu'il parle des négociations et des discussions entre les États-Unis et l'Iran. C'est une première chose. L'autre possibilité, supposons qu'ils ne fassent rien directement. Que peuvent-ils faire d'autre? De nouvelles attaques au Liban. Cela va de nouveau faire monter les tensions. Enfin, je veux dire, vous ne pensez pas que ça a déjà commencé? Oui, parce que le Hezbollah a recommencé à tendre des embuscades et à attaquer les Israéliens. Ils ont dit, « Hey, les Israéliens ont violé le cessez-le-feu, donc on va y aller. » Je crois qu'ils sont en train de s'engager à fond maintenant. Et ces gens-là, s'ils sont sérieux, ils veulent faire quelque chose. Dans ce cas, ils sont trop paresseux pour comprendre l'agenda israélien. Parce qu'Israël veut de nouveau aller se battre contre le Hezbollah, dont nous savons qu'il ne pourra pas venir à bout. Et ils vont rencontrer les mêmes problèmes avec les drones FPV et les embuscades. Et ils doivent encore frapper quelque chose d'important à Beyrouth. Et l'Iran va réagir à ça. Et on va revenir au même cycle. Je pense que c'est comme ça qu'Israël peut de nouveau remettre toute l'affaire sur la table. Démolir tout ce qui est en train de se passer, si l'on suppose que quelque chose est en train de se passer. Oui, eh bien, ils vont essayer. Absolument, ils vont essayer. Mais encore une fois,
Si Trump a les moyens de pression, il n'a qu'à les utiliser. C'est ça le problème. Il a refusé d'utiliser les moyens de pression dont il dispose pour contrôler Israël. On dirait que J.D. Vance est très préoccupé par ce qui se passe aux États-Unis. Je ne sais pas si vous avez vu sa dernière vidéo sur El Sayed, qui serait le prochain président des États-Unis. Parce que ces gens font partie des démocrates. Et ils gagnent. Ils ne font pas partie des démocrates de l'establishment. Ils font partie du Parti démocrate. Et ils gagnent. Ils gagnent contre Israël. En gros, contre Israël. Oui. Enfin, oui, il y avait les institutions politiques des États-Unis, le Parti républicain et le Parti démocrate. Je crois que le Parti démocrate remonte à Andrew Jackson, dans les années 1830, peut-être au début des années 1840. Il y avait autrefois un parti appelé le Parti Whig, qui a essentiellement existé de 1834 à 1854. Et c'est sur la question de l'esclavage que le Parti Whig s'est divisé, et que les membres Whig opposés à l'esclavage ont formé ce qui est devenu le Parti républicain. Aujourd'hui, on voit au sein des partis républicains et démocrates des divisions et des fractures internes qui se développent. Je pense qu'elles vont faire éclater ces partis et qu'une nouvelle incarnation émergera. Certes, le Parti républicain a accumulé beaucoup de forces institutionnelles, des bureaucraties, des gens rémunérés par le parti, mais comme on l'a vu avec l'Union soviétique, même ce genre de structure peut s'effondrer. Et quand ça s'effondre, ça disparaît vite. Donc au cours des 24 à 36 prochains mois, les États-Unis vont connaître un véritable chaos politique. Combien de temps faut-il, Larry, pour changer le ton chez ces gens? Pour changer le ton au sein du Parti démocrate? Ou pour parvenir, d'une manière ou d'une autre, à dominer le parti? Est-ce que ça va prendre est-ce que ça se fera au cours de la prochaine décennie, peut-être? Et dans les 6 prochains mois? Oui, on va voir. On va voir ce qui se passe. Vous savez, les socialistes démocrates sont une vraie force, et ils sont devenus potentiellement des fauteurs de troubles, au moins dans plusieurs scrutins. Donc on verra comment ils s'en sortent en novembre. Vous savez, s'ils l'emportent, en gros dans toutes les élections, ou dans la plupart des élections, ça va obliger les démocrates à changer. Et là encore, ça va alimenter les efforts visant à créer des partis alternatifs, comme celui que Tucker Carlson, Marjorie Taylor Greene et Thomas Massie évoquent de mettre sur pied. Je pense que c'est important de l'autre côté de l'échiquier politique. S'ils se rassemblent, ce sera important. Aujourd'hui, nous avons eu 2 navires attaqués par le Yémen, Larry, tous 2 en provenance d'Arabie saoudite. Et nous pourrions avoir de nouvelles attaques contre l'Arabie saoudite. Voyez-vous Donald Trump utiliser l'aviation et répondre à ces attaques? Non, il a déjà essayé. Et ça a donné quoi? Il a dû déclarer victoire et battre en retraite en mai dernier, il y a 1 an, en mai 2025. Les États-Unis ont déjà démontré qu'ils ne pouvaient pas vaincre les Houthis. Tout ce que vous faites, c'est vous engager dans une longue guerre d'usure. Et cette guerre d'usure nuit aux États-Unis, pas aux Houthis. Le ministre turc des Affaires étrangères, Larry, a déclaré qu'Israël n'a ni intention ni plan en faveur de la paix. Il utilise simplement toutes les tribunes pour faire avancer sa propre position et ses stratégies illégales. Si les pays de la région et la communauté internationale ne prennent pas les mesures diplomatiques nécessaires
pour empêcher les politiques expansionnistes d'Israël, cela ne provoquera pas seulement une crise régionale, mais aussi une crise mondiale. So, Donc oui, la Turquie parle beaucoup. Voyons si elle fait quoi que ce soit. C'est le seul pays qui pourrait réellement faire une différence immédiate. Couper le pétrole à Israël. Ils ont gagné beaucoup trop d'argent grâce à ça. C'est comme, vous savez, la Turquie, c'est un volcan qui ne cesse de lâcher des gaz de méthane. Ça pue, c'est malodorant. Mais ça ne provoque pas une éruption majeure qui va changer le monde. Mais comment? Au moins ils en parlent. Quand ils en parlent, ils ressentent les choses, mais ils ne sont pas prêts à payer pour ça. C'est ça le problème. Vous connaissez l'expression « les paroles ne coûtent rien ». Oui, Ils en parlent toute la journée. Ça ne veut rien dire. pensez-vous que cette idée, ou du moins cette rhétorique, est populaire parmi les pays du Conseil de coopération du Golfe? Peu importe que leur rhétorique soit populaire, ils ne font absolument rien. Ils ne prennent aucune mesure concrète pour empêcher Israël de poursuivre sa campagne génocidaire meurtrière contre les Palestiniens, chrétiens comme musulmans. Exactement. Si, Larry, c'est complexe. Oui, mon ami. Bon, on n'a pas résolu les problèmes du monde, mais on a eu une autre grosse dispute. Oui, le combat, le grand combat. Oh mon Dieu, j'ai blessé ton ego. Bon, on se voit demain. À demain. Salut.